Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes au cœur du mystère. Merci d'y rester. Alors ce soir, nous parlerons du pouvoir des cristaux. Comment manipuler un cristal? Quelle est la nature de l'énergie qu'il renferme? Voilà autant d'aspects que nous aborderons ce soir avec notre spécialiste. Kenneth Goumissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Notéo. Vous êtes gnostique et vous êtes enseignant en anthropologie gnostique. Parfaitement. Alors, je voudrais vous demander ce que c'est qu'un cristal. Merci pour votre question. Un cristal, c'est un solide constitué d'atomes et de molécules qui sont arrangés de manière périodique, c'est-à-dire de manière répétitive et bien structurée dans les trois dimensions de l'espace visible, c'est-à-dire sur la longueur, sur la largeur et aussi en hauteur ou en profondeur. Le sel et le sucre sont des cristaux que nous utilisons au quotidien. La plupart des métaux sont des cristaux. Les gemmes, bien évidemment, sont également des cristaux. Alors, quelle différence peut-on établir entre un cristal et une pierre? Une pierre, c'est aussi un solide. Mais un solide qui n'a pas une structure organisée, une structure interne organisée, et qui est souvent composé de plusieurs minéraux. Le granit et le marbre sont par exemple des pierres. Les pierres et les cristaux, bien que souvent confondus, sont des entités différentes. Laissez-moi vous expliquer en détail cette différence subtile qu'il y a entre les pierres et les cristaux. D'abord, il faut comprendre que tous les minéraux sont composés d'atomes qui, par une réaction chimique, donnent naissance à un solide. Mais tous les minéraux ne se présentent pas à l'état solide. Ils peuvent se présenter sous forme gazeuse ou sous forme liquide, comme les fuméroles, comme les magmas. Maintenant, concentrons-nous sur les cristaux. En fait, un cristal, c'est un minéral qui, dans des conditions idéales, comme la température, comme la pression, comme la vitesse, s'est refroidi pour donner quelque chose de solide. Le plus bel exemple qui illustre les transformations que les minéraux subissent dans le monde souterrain, c'est celui de l'eau. Vous savez, l'eau, nous la connaissons principalement sous sa forme liquide, dans les océans, dans les rivières ou dans les canalisations, dans nos robinets. Mais nous savons que l'eau peut également se présenter sous forme gazeuse quand elle s'évapore, ou bien sous forme solide comme la neige et la glace. Donc, le cycle naturel de l'eau, qui veut que l'eau à l'état liquide s'évapore, se condense, puis retourne sur Terre sous forme de précipitation, illustre parfaitement la transformation que les métaux subissent dans le monde minéral. Vous savez, avec ce cycle de transformation de l'eau, lorsque l'eau se trouve sous sa forme de vapeur et qu'elle rencontre dans l'atmosphère un grain de poussière, elle prend ce grain comme support pour donner naissance à de magnifiques cristaux de neige. Donc, la neige est constituée de cristaux. On a pu constater que les cristaux de neige ne sont jamais identiques. Donc, vous prenez deux cristaux de neige, ils sont tous différents. Donc, nous voyons comment les pierres, les minéraux et les cristaux sont étroitement liés. Je synthétise, une pierre est constituée de plusieurs minéraux qui, à leur tour, sont constitués d'éléments chimiques. Quant aux cristaux, ce sont des minéraux qui se sont refroidis dans des conditions idéales pour se solidifier et avoir une structure interne bien organisée, ce qui donne la beauté et la diversité des cristaux que nous observons dans le monde.
Grosso modo, nous pouvons répartir les pierres que nous trouvons dans le règne minéral en 3 catégories. Oui. Premièrement, nous avons la pierre ordinaire ou caillou. Donc, c'est cette pierre ou ces éléments qui constituent l'écorce terrestre. Donc, on n'a pas besoin d'aller en profondeur pour les trouver. Voilà. J'ai donné l'exemple du granit tout à l'heure. Deuxièmement, nous avons les pierres semi-précieuses. Donc, ce sont des formations minérales naturelles qu'on utilise pour leur beauté et aussi pour leurs propriétés énergétiques. Et enfin, nous avons les pierres précieuses. Elles sont au nombre de 4. Nous avons le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. On les appelle des pierres précieuses grâce à 3 critères bien définis. À savoir la pureté, la dureté. C'est-à-dire ces pierres c'est des pierres qui sont très pures. Oui. Elles sont dures et elles sont rares. Donc pureté, dureté, rareté. Alors, les pierres semi-précieuses et les pierres précieuses, on les appelle des gemmes. Ou tout simplement des cristaux. Et ce sont eux qui nous intéressent. Ce soir. Alors, les cristaux ont toujours été utilisés depuis des millénaires pour leurs besoins et leurs vertus énergétiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques suggestions, faire quelques suggestions sur la façon d'utiliser les cristaux dans notre vie quotidienne? Bien, merci beaucoup pour cette question, très intéressante. Effectivement, depuis la nuit des temps, les cristaux sont utilisés pour équilibrer l'énergie dans les corps, pour attirer des vibrations spécifiques, pour profiter de leurs propriétés curatives ou protectrices. Je vais donner quelques exemples de la manière dont nous pouvons utiliser les cristaux au quotidien. Vous pouvez placer les cristaux dans votre maison ou dans votre bureau, votre lieu de travail, ça peut être votre boutique, pour permettre à ces pierres d'équilibrer l'énergie de l'espace, d'accord, de créer une harmonie dans ces espaces-là. Vous pouvez aussi les porter sous forme de bijoux ou d'accessoires. Cela va vous permettre de vous imprégner tout au long de la journée de l'énergie de ces cristaux-là. Je vais donner quelques exemples de l'utilisation qu'on peut faire des cristaux. Je prends l'améthyste, qui est une pierre violette magnifique, qui a des propriétés apaisantes. Si par exemple, vous avez du mal à retrouver la détente après une dure journée, vous pouvez mettre une améthyste dans votre chambre à coucher, près de votre lit. Et cette pierre agira pour vous aider à trouver un sommeil paisible, à vous calmer. Si par exemple, vous avez besoin, vous vous sentez vulnérable et vous avez besoin de vous protéger contre des influences néfastes, des attaques ténébreuses, vous pouvez recourir à la tourmaline noire, qui va vous protéger. Donc vous pouvez porter cette pierre-là en bracelet ou en bague du côté droit, sur votre main droite. Puisque vous voulez vous protéger. Donc, il faut que la pierre soit du côté droit pour avoir une incidence sur votre environnement externe. Ce n'est pas le côté droit que nous envoyons de l'énergie dans notre environnement extérieur. Donc, vous pouvez aussi prendre la tourmaline noire et la placer près de votre porte d'entrée. Cette pierre va agir comme un gardien qui est là à la porte pour filtrer les énergies, désintégrer les énergies qui vont, voilà, qui chercheront à vous nuire, à rentrer dans cette pièce-là. Un dernier exemple, c'est le quartz rose, une pierre d'amour. Alors, si vous voulez vous soigner des blessures émotionnelles, vous voulez surmonter un chagrin, d'accord? Quelqu'un qui a perdu un être cher, d'accord, vous pouvez recourir au quartz rose, et soit vous mettez le quartz rose dans votre chambre,
soit vous le portez en pendatif, près du cœur, et cette pierre-là va ouvrir votre cœur à l'amour. Voilà autant de manières pour employer les cristaux dans notre vie au quotidien. Alors, est-ce que le quartz rose peut être utilisé également pour disperser ou renvoyer les énergies perturbatrices néfastes? Non, il y a d'autres pierres qui peuvent servir à se protéger contre les énergies néfastes. Le quartz rose, c'est beaucoup plus une pierre d'amour. C'est une pierre qui a une couleur rose, douce, et qui va nous aider soit à guérir nos blessures émotionnelles, soit à attirer l'amour dans notre vie. Si vous voulez également attirer l'amour dans votre vie, vous allez utiliser le quartz rose. Parce que chaque pierre, en réalité, a ses propriétés énergétiques uniques. Donc, il faut que l'objectif que vous visez en utilisant la pierre soit aligné avec les vibrations spécifiques de ce cristal. Très bien. Voilà. Alors, c'est vrai que dans la vie, tout le monde est à la recherche du bien-être, du bonheur. On veut attirer vers soi l'abondance. Mais déjà, il y a une consigne importante qu'on doit quand même donner à nos téléspectateurs. Pour avoir de l'argent, il faut travailler, il faut mener des activités. On ne peut pas rester les bras croisés ou aller arnaquer les gens et penser qu'on... Le paresseux n'a droit à rien. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut mener une activité clair. Ça, c'est clair. Alors, il y a des gens qui pensent que... il y a des gens, il y a disons, des observateurs et des spécialistes qui estiment qu'il y a des cristaux que l'on peut utiliser pour faciliter, pour attirer des énergies, des vibrations, de réalisation. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Merci beaucoup, M. Nontero. Votre mise au point, votre clarification est très importante parce que, avant tout, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Ouais. C'est le travail qui libère l'homme, comme on le dit. Ouais. Donc, il faut travailler. Et maintenant, pour ceux qui travaillent, ils peuvent recourir à la lithothérapie, c'est-à-dire au traitement par les pierres, au pouvoir des pierres, pour que les efforts qu'ils mènent pour gagner de l'argent puissent soient efficaces et leur permettre d'atteindre l'abondance et la prospérité. Effectivement, il y a certains cristaux dont les vibrations sont en relation avec l'abondance matérielle et la prospérité financière. Alors, je vais citer quelques exemples des cristaux que je recommande pour l'abondance et la prospérité. Tout d'abord, le premier exemple que je vais citer, c'est la citrine, qui est une pierre jaune qu'on surnomme la pierre de l'argent. Justement parce que en matière d'attirance, d'abondance et de prospérité, c'est la pierre par excellence. Donc il y a la citrine, mais il n'y a pas que la citrine, il y a d'autres pierres qui peuvent faire l'affaire. Je peux citer l'aventurine, par exemple, je peux citer le jade, je peux citer la malachite, qui sont toutes des pierres vertes. Et vous savez sans doute que le vert est la couleur qui est associée à l'abondance matérielle. Au-delà de ces pierres-là, on peut citer également la pierre du soleil. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous voulons quand on cherche l'abondance et la prospérité? C'est que nous voulons retrouver ou obtenir notre place sous le soleil. C'est clair. Si chacun arrive à trouver sa place sous le soleil, ben, l'abondance et la prospérité seront bien évidemment au rendez-vous. Donc vous devez choisir parmi toutes ces pierres, celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez utiliser plusieurs pierres d'abondance à la fois. Donc c'est la première des choses à faire, le choix. Choisissez le ou les cristaux qui vous conviennent et qui sont en lien avec votre intention. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez maintenant placer ces cristaux d'abondance dans des endroits stratégiques de votre maison ou de votre lieu de travail. Vous pouvez mettre une pierre d'abondance ou des pierres d'abondance dans votre portefeuille, dans votre caisse, dans votre coffre-fort. Et ces pierres vont attirer plus d'argent, à condition que vous en cherchez, à condition que vous travaillez pour en avoir. Il ne s'agit pas d'arnaquer.
bien évidemment. Donc, c'est une manière de les utiliser, mais vous pouvez aussi les porter ces pierres sur vous directement, sur le corps, en pendatif, en bague ou en bracelet. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la tourmaline, au bracelet de la tourmaline qu'il faut porter au poignet droit, les pierres d'abondance, si nous voulons les utiliser comme bracelet, comme bague, on va les mettre du côté gauche. Parce que c'est la main gauche qui reçoit. Il est bien connu que toute la partie gauche du corps est réceptive. Le côté droit donne, émetteur, et le côté gauche est récepteur. Donc voilà quelques manières d'utiliser les cristaux pour attirer l'abondance dans notre vie. Bien sûr qu'il y a d'autres cristaux, mais bon, j'ai cité ces exemples-là, les plus connus, les plus efficaces. Alors, la méditation est une pratique spirituelle populaire. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser, intégrer par exemple les cristaux dans la pratique de la méditation? Oui, effectivement, il y a des cristaux dont les vibrations spécifiques peuvent nous aider dans plusieurs aspects de l'expérience méditative. Il y a plusieurs façons d'utiliser les cristaux pour nous aider dans la pratique de la méditation. D'abord, au moment de méditer, il faut choisir le cristal qui résonne le plus avec vous en ce moment précis et qui correspond à l'objectif de votre méditation. Parce qu'une méditation, il y a plusieurs objectifs pour une méditation. Je peux faire une méditation juste dans le but de me calmer, de me détendre. Je peux méditer dans le but d'avoir de l'information. Je cherche une information particulière. Je peux méditer dans le but d'atteindre le samadhi, l'extase. Donc vous allez choisir parmi toutes les pierres qui existent, celle qui convient à votre objectif de la pratique de méditation. Si par exemple, ce qui vous intéresse, c'est juste de vous relâcher, d'opérer une connexion spirituelle avec votre être divin, avec les anges, vous allez choisir par exemple l'améthyste, cette pierre violette que nous avons mentionnée avec ses propriétés calmantes, apaisantes. Ce cristal-là va vous aider à vous relâcher très facilement. Si par exemple votre but c'est de rechercher la créativité par exemple, vous allez recourir à la citrine, qui est une pierre de couleur chaude. Je l'ai cité tout à l'heure. Cette pierre va vous aider à cette créativité. Maintenant, une fois que vous avez choisi la pierre qui correspond à votre objectif de la méditation, il y a plusieurs manières de les utiliser. Vous pouvez prendre la pierre et la poser sur un chakra qui correspond à ces énergies. Vous pouvez même mettre des pierres sur les 7 chakras et vous détendre, faire votre méditation couchée. Vous pouvez poser la pierre devant vous. D'accord? Et elle va vous permettre de focaliser votre attention. Alors, une autre manière très intéressante d'utiliser les cristaux dans la méditation, c'est de réaliser ce qu'on appelle des grilles de cristaux ou des matrices de cristaux. De quoi s'agit-il? Une grille de cristaux, c'est un ensemble, un assemblage de pierres qui vont mélanger leurs énergies et nous aider à amplifier une intention particulière. Donc, vous faites une grille de cristaux tout autour de vous. Lorsqu'une grille est bien formée, elle devient un outil très puissant pour purifier, nettoyer l'aura, par exemple. On peut même faire une matrice énergétique, c'est-à-dire une matrice de cristaux, et purifier l'atmosphère d'une pièce, d'un lieu de façon passive, c'est-à-dire vous faites la grille et vous pouvez sortir, vous pouvez partir, et les cristaux, les pouvoirs, les énergies des différents minéraux qui constituent cette grille vont nettoyer l'endroit. Donc c'est quelque chose de très 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 puissant qu'on peut utiliser. Donc dans le cas de la méditation, vous vous mettez, vous faites la grille et vous serez au centre, au cœur de cette grille-là. Donc ça va faire un espace sacré tout autour de vous pour vous protéger contre les énergies perturbatrices pendant la pratique. Vous savez que
parfois pendant les rites, les pratiques, on peut être attaqué ou tout simplement perturbé par certaines énergies néfastes. Donc la grille va vous permettre de vous protéger. Alors, un autre exemple pour l'utilisation des cristaux dans la méditation, c'est le quartz clair. Le quartz clair qu'on appelle aussi le cristal de roche. De roche, oui. C'est une pierre très polyvalente, qui s'adapte à beaucoup de situations. Oui, à tout. À tout. C'est la pierre, si on veut avoir une seule pierre, un seul cristal, c'est celle qu'il faut avoir parce qu'elle ne passe pas tout. Le cristal de roche ou le quartz clair. Nous avons parlé tout à l'heure du quartz rose. Donc vous pouvez utiliser cette pierre pour harmoniser, stimuler, dynamiser vos chakras. Vous pouvez tenir le quartz clair dans votre main pendant la méditation, pendant que vous vocalisez, pendant que vous vous intériorisez, ou tout simplement vous la tenez et vous projetez des intentions avec des visualisations. Et le quartz clair a ce pouvoir d'amplifier votre intention. Si elle est la pierre la plus prisée du monde minéral, c'est parce que d'un côté, elle a cette capacité d'amplifier l'énergie. On peut la programmer. Elle a la capacité de recevoir de la mémoire. Donc vous utilisez la pierre et vous programmez cette pierre avec vos intentions. Si par exemple, on a parlé tout à l'heure des pierres pour attirer l'abondance, vous pouvez, aux pierres que vous allez utiliser pour attirer l'abondance, vous pouvez associer le cristal de roche, qui va amplifier les vibrations des autres pierres. Et dans la pratique, vous pouvez avoir des visualisations, projeter des intentions, des affirmations positives, qui vont avoir la possibilité de se cristalliser par le pouvoir justement de ces cristaux, de ces pierres-là. Alors, qu'est-ce qui confère donc à ces cristaux et à cette pierre cette capacité, cette potentialité? Il y en a qui disent que les pierres ont une conscience. Oui, tout à fait. Les pierres ont une conscience parce que, vous savez, dans toute la nature, tout est vivant. La vie n'est pas seulement dans le corps humain. Dans toute la nature, j'ai dit, la nature, c'est-à-dire le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, il y a de la vie. Les pierres sont vivantes. Ce sont des êtres vivants. En eux vivent les gnomes de la terre, qui sont les élémentaux de la terre. Si vous voulez, les esprits de la terre. Donc ça fait une première chose. Donc il y a des êtres vivants dans les pierres. La deuxième chose, c'est cette structure cristalline que les pierres, les cristaux, les gemmes ont et que les pierres ordinaires n'ont pas. Donc elles ont une structure cristalline. Et cette structure, vous savez, on parle de géométrie sacrée. Donc c'est tout ça qui donne aux pierres leur puissance, leur pouvoir. Mais toutes les pierres n'ont pas les mêmes pouvoirs. Vous avez vu qu'on a déjà cité pas mal de pierres pour des objectifs différents. Donc ce sont les gnomes de la terre qui donnent aux cristaux leur pouvoir, en plus de leur formation, de leur structure interne qui est bien organisée, répétée dans les 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur ou profondeur. Ce qu'on n'observe pas dans une pierre ordinaire. Une pierre ordinaire est composée de plusieurs minéraux à la fois. Il n'y a pas cette organisation qu'on trouve dans les cristaux. On ne la retrouve pas dans les pierres. Très bien. Alors, la protection, c'est un aspect important de notre bien-être spirituel. Alors, quels sont les cristaux qui peuvent avoir des vertus qu'on peut utiliser dans le cadre de la protection spirituelle, psychique et énergétique? Oui, effectivement, vous savez, nous sommes à une époque où la perversité est devenue la norme. On a besoin de se protéger, de se sécuriser. De se sécuriser. Et justement, les pierres peuvent nous aider à cela. Les pierres ont des propriétés vraiment magnifiques et certaines pierres, certains cristaux peuvent agir comme de petits gardiens énergétiques pour nous protéger. Alors, le premier exemple que je donne tout de suite qui me vient à l'idée, c'est la tourmaline noire que j'ai citée tout à l'heure. C'est une pierre de protection par excellence. C'est une pierre très puissante
qui peut nous protéger. Alors, je vais préciser parce que le travail que la tourmaline noire fait, c'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Donc, quand vous utilisez la tourmaline noire pour vous protéger, cette pierre va renvoyer les énergies négatives à leur source, d'où qu'elles viennent. Une autre pierre qui est également une pierre de protection, mais qui ne joue pas le même rôle, c'est l'obsidienne noire que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est aussi une pierre de protection. Mais son travail est quelque peu différent de celui de la tourmaline noire. L'obsidienne noire agit comme un miroir magique qui absorbe et dissout les énergies négatives. Donc, pendant que vous allez utiliser la tourmaline noire pour vous protéger contre les attaques ténébreuses ou les énergies qui viennent de l'extérieur, par exemple, vous allez utiliser l'obsidienne noire pour vous protéger contre des blocages intérieurs. Parce que quand on parle de menaces et d'attaques, il faut être conscient que ces attaques-là, je dirais ces attaques peuvent être des menaces ou des faiblesses. Les faiblesses sont internes, les menaces sont externes. Donc, vous pouvez utiliser l'obsidienne noire pour surmonter des peurs profondes ou pour dissoudre des blocages intérieurs que vous avez. Parce qu'il y a en nous des éléments inhumains qu'on appelle des égos qui sont en réalité nos pires ennemis. Parce que pour qu'un ennemi externe nous attaque, c'est identifié en nous des correspondances. Il y a une fissure, il y a une fracture à l'intérieur de notre psychologie. Tant qu'il n'y a pas cette fracture, ce n'est pas possible. Il y a un adage, un proverbe africain qui dit que si le mur ne se fend pas, le lézard ne peut pas passer à travers. Donc c'est parce qu'il y a des fentes, des fissures à l'intérieur de nous. Donc, on peut utiliser la tourmaline noire pour surmonter les blocages intérieurs. Alors, une autre pierre que j'ai déjà citée, bon, elle va peut-être être la reine de ce soir, c'est l'améthyste. Bon, j'ai parlé de capacité apaisante. Vous savez, les attaques, il y en a de plusieurs sortes. D'accord. Vous pouvez utiliser l'améthyste, par exemple, pour vous protéger contre les cauchemars. Ces rêves anxiogènes qui nous font réveiller le matin en sueur, d'accord, ou en criant même, on peut se réveiller en criant. On peut utiliser l'améthyste pour se protéger contre les cauchemars, d'accord. Alors, on peut utiliser aussi le quartz clair, le cristal de roche, qu'on va associer à ces pierres de protection. Parce que le cristal de roche, comme je l'ai expliqué tantôt, a la capacité d'amplifier l'énergie. Donc, si vous l'associez à n'importe quelle pierre, elle va amplifier son énergie. Un dernier exemple, si vous permettez, pour finir avec les pierres de protection, c'est la pyrite. La pyrite, la plupart des énergéticiens l'associent à l'abondance, à la prospérité. Quant à moi, je dois préciser que la pyrite n'est pas une pierre en soi pour attirer l'abondance et la prospérité. C'est une pierre que nous allons utiliser pour la sécurité financière. Donc c'est une pierre qui a la capacité de protéger contre les pertes financières. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on peut mettre les pierres d'abondance, comme la citrine, comme l'aventurine, comme la malachite, comme le jade. On peut les mettre à certains endroits spécifiques, portefeuille, caisse et autres. Nous pouvons ajouter la pyrite, qui va protéger contre les pertes financières. Vous savez, quand quelqu'un de malveillant veut vous nuire, on peut vous nuire par un accident et vous serez déséquilibré. Si on ne peut pas vous attaquer sur le plan psychique, vous-même, on peut détruire vos finances. Donc la pyrite, moi je la classe également dans des pierres de protection. C'est une pierre qui va nous protéger contre les pertes financières et éloigner la pauvreté. Donc voilà autant d'exemples de pierres qu'on peut utiliser pour la protection. Je précise une fois de plus que quand on utilise des pierres de protection et qu'on veut les porter sur soi, ça va être du côté droit.
Les pierres d'abondance, ça va être du côté gauche. C'est très important parce que Dieu a fait les choses de cette façon-là. De cette façon-là. Et quand on parle de magie, de pouvoir, c'est tout simplement de connaître ces lois cosmiques et de les exploiter. C'est tout. Hein. Pour le profane, celui qui ne connaît rien, ça va lui paraître merveilleux. Mais même un magicien, il obéit à des lois. On dit que Jésus a ressuscité Lazare 3 ou 4 jours après sa mort. Mais si Lazare avait fait 5 jours là, Jésus ne pourrait pas le ressusciter. Donc, même Jésus, dans ses miracles, agit en accord avec certaines lois cosmiques. Donc le mage, le magicien, même le sorcier, il connaît ces lois cosmiques, il les exploite. Donc il y a des limites en tout. Donc nous devons, si on utilise des cristaux de protection et on les met du côté gauche, ils vont travailler moins. Ils ne vont pas être suffisamment efficaces. Et si on utilise les cristaux d'abondance, on les met du côté droit, de la même façon, ils vont être moins efficaces. Très bien. Alors, beaucoup de personnes se demandent comment choisir le cristal qui convient le mieux à leurs besoins. Alors, comment est-ce qu'on peut choisir un cristal qui nous convient? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se référer aux considérations astrologiques, numérologiques pour choisir un cristal? Oui. Entre autres, parce qu'on parle des pierres de naissance. Très bien. D'accord. À chaque signe astrologique, on associe certaines pierres. Il y en a qui font les correspondances selon le mois. Donc, si vous êtes né en janvier, si vous êtes né en février, d'autres, c'est selon les signes astrologiques. Donc, il y a ce qu'on appelle les pierres de naissance. Bon, personnellement, j'aime pas ces méthodes toutes faites. C'est un peu comme quand on veut déterminer son âge gardien, on va partir de sa date de naissance. Non, il y a des méthodes plus efficaces, plus conscientes, d'accord? Et justement, la première des choses à faire, si nous voulons choisir un cristal parmi cette multitude de pierres utiles en lithothérapie qu'il y a, la première des choses à faire, c'est de se connaître soi-même. Ce que j'ai dit, ça peut paraître bizarre. On va dire, bon, la connaissance de soi, qu'est-ce que ça vient chercher là? Oui, c'est très important parce que vous devez vous connaître vous-même, connaître vos besoins. Quelles sont vos aspirations profondes? Parce qu'il y a des gens, ce qu'ils veulent, bon, c'est être tout simplement en bonne santé. Ça va. D'autres, c'est la protection. Ils savent qu'ils sont dans un endroit très dangereux, qu'ils sont vulnérables. Et ce qu'ils recherchent au-delà de tout, c'est la protection. Il y a d'autres qui, du matin au soir et du soir au matin, réfléchissent à comment ils vont avoir plus d'argent. Vous voyez que les besoins sont différents. Donc, il ne faut pas que, bon, on a dit telle pierre, l'autre utilise, je vais aussi utiliser. Ou bien on a dit que, bon, selon mon mois de naissance ou mon signe astrologique de telle pierre, je vais prendre. Non. Quels sont mes besoins? Du moment. Du moment. Nous devons connaître nos besoins. Si mon besoin, c'est d'avoir la paix intérieure, je vais recourir à des pierres comme l'améthyste, comme la labradorite. Parce que ce que moi je cherche au-delà de tout, c'est la paix intérieure. Si je cherche l'expression personnelle, si je cherche la créativité, je vais utiliser la citrine. Je vais utiliser le lapis lazuli. Parce que ce que moi je cherche, c'est être créatif. Donc la première des choses, c'est de se connaître, de connaître ses besoins. Deuxième chose, il faut se renseigner. Il faut connaître les propriétés énergétiques de chaque pierre. Voyez, on revient toujours à la problématique de base, la connaissance. C'est la connaissance qui libère. L'ignorance est le pire des péchés, comme on le dit. On a besoin, oui, effectivement, l'ignorance est le pire des péchés. L'assassin, le premier péché qu'il commet, c'est l'ignorance. Si l'assassin connaissait et comprenait correctement la loi de cause et d'effet, il ne va jamais oser mettre un pistolet ou un couteau sur quelqu'un. Quelqu'un qui arnaque et qui vole les autres, s'il avait la connaissance, pas une connaissance intellectuelle, une connaissance profonde, une compréhension créatrice qui transforme. Si la personne comprend réellement que si je vole les autres aujourd'hui, demain, plus tard, je serai volé, il ne va pas voler. Donc, il faut se connaître. Deuxièmement, donc, connaître maintenant les propriétés de ces cristaux-là,
pour savoir, bon, mes besoins, c'est ça. Et voilà le cristal qui peut répondre à mes besoins. Troisième facteur de choix des cristaux, c'est la couleur. Et quand il est question de choisir un cristal parmi tant d'autres, les couleurs jouent un rôle très important. Vous allez voir, les cristaux de couleur verte, aventurine, agate, malachite, ce sont des cristaux qui sont liés à l'abondance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les cristaux de couleur bleue, on va les utiliser pour l'expression de soi. Ce sont des cristaux qui sont en relation avec le chakra de la gorge, le chakra du Shuddha, la communication. Donc, tout dépend de ce que nous voulons. Et aussi de la couleur de ces cristaux. Je peux choisir un cristal tout simplement parce que sa teinte correspond à ma couleur préférée. Peu importe son pouvoir magique. C'est ça. Si j'aime le noir, cela suffit pour que je choisisse la tourmaline noire ou bien l'obsidienne noire. Si j'aime le violet, ça suffit pour que je choisisse l'améthyste. Vous voyez? Donc, il y a la couleur qui rentre en jeu également. Et un dernier facteur pour finir, c'est l'intuition. Il faut écouter son cœur. Au moment de choisir un cristal, il faut écouter son cœur. Comme je viens de le dire tantôt, les cristaux sont des êtres vivants. En eux vivent les gnomes de la terre, les élémentaux de la terre, qu'on peut voir si on développe le troisième œil. Ce sont de petits bonhommes, d'accord, très travailleurs, et ils vivent dans ces pierres-là. Donc, au moment de choisir le cristal, si nous entrons par exemple dans une boutique, nous devons faire attention aux sensations que nous avons quand on tient la pierre ou tout simplement quand on la voit. Quand nous voyons la pierre, on peut sentir une connexion énergétique avec cette pierre. Donc c'est également un facteur de choix des cristaux. L'intuition, écouter son cœur au moment où nous voulons choisir le cristal. En tout cas, il y a une pierre pour tout. Quels que soient nos besoins, qu'on veuille attirer l'abondance, se protéger, il y a une pierre qui nous attend. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut porter sur soi plusieurs pierres à la fois? Oui. Par exemple, les bracelets de cristaux qu'on fait, souvent, on les mélange. Vous pouvez porter un bracelet qui est fait avec un seul cristal. Mais souvent, ce qu'on observe souvent, on va voir que dans un bracelet, on trouvera plusieurs, ou bien même un collier, on trouvera plusieurs cristaux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'interférence énergétique? Non, il n'y aura pas d'interférence. Ça va créer une sorte de grille, la grille dont j'ai parlé. Seulement que vous, puisque si ce n'est pas vous qui composez le bracelet ou le collier, bon, vous ne saurez pas exactement cet ensablage-là, quelle va être son énergie. Mais si c'est vous-même, vous allez choisir minutieusement, consciemment les pierres. Et c'est là qu'en réalité, on va parler de grille de cristaux ou de matrice de cristaux. Parce qu'une grille, on ne va pas faire une grille pour des objectifs vagues. Quand on fait une grille, c'est pour un objectif spécifique, un but spécifique. D'ailleurs, la forme que la grille va prendre dépendra de votre objectif. On peut faire des grilles de cristaux à partir de formes circulaires. Comme le cercle, comme la fleur de vie. Comme la pyramide. Comme la pyramide, ou comme le pentagramme, comme le triangle. D'accord? Ce ne sera pas les mêmes choses. Le cercle n'a pas la même signification, la même symbolique que le triangle. D'accord? Le cercle est protecteur, et le triangle va être créatif. C'est la création, c'est le chiffre 3. Donc on peut le faire soi-même ou on l'achète comme ça et de toute façon, cela ne nous fera pas du mal. Très bien. Alors, il y a tellement de cristaux sur le marché qu'on se demande finalement comment arriver à faire la part du vrai et du faux. Oui, effectivement, parce que si on n'a pas suffisamment d'informations, de connaissances en la matière, on peut se faire arnaquer facilement. Il y a plusieurs types de cristaux, je dirais plusieurs types
de pierre qu'on peut utiliser. Ce sont les cristaux qu'on va trouver en profondeur, d'accord, dans le monde souterrain. Ouais. Mais il y a également des structures cristallines dans les organismes biologiques. Ouais. Quand j'ai parlé tout à l'heure du sucre, c'est un cristal, le sucre. D'un point de vue scientifique, le sucre est un cristal. Mais dans tout ce que nous sommes en train de dire, bon, le sucre n'apparaît pas parce qu'on va pas utiliser le sucre en lithothérapie. Non. Bien que le sucre, on peut l'utiliser dans des rites, oui, absolument, avec beaucoup d'efficacité. Donc nous avons une deuxième catégorie de cristaux, les cristaux organiques, qu'on appelle aussi des biominéraux. Et troisièmement, nous avons les cristaux synthétiques, ceux qui sont fabriqués en laboratoire à partir d'éléments chimiques. Ils sont 7, bien jolis pour la décoration, mais pas utiles pour la lithothérapie, pas utiles pour le traitement, la magie des pierres, des cristaux. Donc, les cristaux, les pierres dont j'ai parlé jusqu'ici, ce sont les cristaux minéraux, les formations minérales naturelles qui viennent du monde souterrain. Donc ça, il faut d'abord comprendre cela. Maintenant, quand nous voulons distinguer le vrai du faux, il y a des astuces et des étapes qu'on peut suivre. Première étape, c'est la recherche de l'information. Nous devons avoir une idée claire des propriétés énergétiques, chimiques, du cristal et même de la forme physique, des propriétés physiques même du cristal que nous voulons. Et pour cela, il suffit d'aller sur Internet, d'aller sur un moteur de recherche comme Google, comme Bing ou comme le Yandex russe. Vous tapez, si c'est l'abétiste, vous tapez abétiste. Cela va vous permettre de voir déjà quelle est sa couleur. Parce que si vous allez quelque part, vous dites que vous voulez acheter la citrine qui est jaune, mais que vous rentrez à la maison avec une pierre bleue, le premier coupable, c'est vous-même. Parce que vous ne savez même pas à quoi la citrine ressemble. Donc, première étape, c'est de faire des recherches, d'avoir une idée sur la pierre qu'on veut choisir. Deuxième étape, au moment de choisir, il faut bien observer le cristal. Il faut bien l'observer pour pouvoir détecter certaines choses. Vous savez, les cristaux, il est vrai, sont souvent brillants. Mais les vrais cristaux sont brillants, mais soit translucides, soit un peu ternes. Donc si vous vous trouvez en face d'une pierre ou de quelque chose qu'on vous présente comme un cristal qui est très brillant, il faut faire attention. Si c'est très brillant ou qui a une couleur saturée, les cristaux ne sont pas saturés. Donc ça, c'est aussi une astuce qu'on peut utiliser. Il faut aussi, quand c'est possible, tenir la pierre dans la main. Tenir la pierre dans la main et l'observer correctement. Voir sa texture. Les cristaux authentiques ont une texture naturelle, avec parfois des imperfections, des irrégularités. Mais les cristaux synthétiques ou faux ont une texture lisse. Bon, si c'est un cristal authentique mais qui a été poli, ça c'est autre chose. Mais si ce n'est pas poli, ben, le cristal, vous allez voir des irrégularités. C'est naturel, c'est normal. Et en observant le cristal, il faut aussi voir dans les fissures. Dans les fissures, parce qu'un cristal authentique ne va pas avoir des couleurs saturées dans les fissures. Si vous voyez des saturations de couleurs dans les fissures, c'est qu'on a utilisé un ingrédient pour colorer. D'accord. Et une autre étape, une autre astuce, ben, je reviens encore à ça, c'est d'écouter votre cœur. Oui, votre intuition, d'écouter votre cœur au moment de choisir. Parce que comme ce sont des êtres vivants, il peut y avoir une connexion énergétique au moment où vous touchez le cristal. Vous pouvez avoir des sensations, des résonances. Il y a des méthodes plus sophistiquées, comme utiliser des appareils pour mesurer la dureté de la pierre. Mais là, ce n'est pas sûr que
les gens qui vendent, le vendeur vous laisse faire un tel test dans sa boutique parce que peut-être lui-même, il ne sait pas, il n'est pas sûr de l'authenticité du cristal qu'il utilise. En bref, il n'y a pas de méthode infaillible pour distinguer un cristal authentique d'un cristal faux. Mais en suivant ces astuces, ces petites astuces que je viens de donner, on peut avoir une idée claire, précise du cristal qui est sous nos yeux. D'accord. Alors, les cristaux nécessitent, est-ce que les cristaux nécessitent un entretien particulier? Quand, comment devons-nous, par exemple, les recharger? Ah oui, les cristaux nécessitent un entretien particulier. J'ai dit tout à l'heure que ce sont des êtres vivants et vous et moi, vous savez, avant de venir ce soir, on a dû prendre notre bain, on s'est parfumé et tout. Et les cristaux ont également besoin de ça. Ils ont besoin d'être entretenus. Pourquoi? Parce que en les utilisant, ils peuvent accumuler des énergies. Les cristaux accumulent les énergies de l'environnement et des personnes qui les utilisent. Et à un moment donné, ne peut être suffisamment efficaces. Donc, on a besoin de les purifier, de les entretenir. Moi, je recommande même de purifier le cristal dès l'achat. Parce que le cristal peut accumuler des énergies néfastes dans son circuit, durant son circuit de distribution. Absolument. J'ai parlé pour choisir un cristal, on peut le prendre et tout. Mais si vous prenez un cristal qui a été déjà touché par 100 personnes, chaque personne a laissé ses empreintes, ses énergies, c'est fluide dans ce cristal-là. Vous avez besoin de débarrasser la pierre de ces énergies-là. Donc, dès qu'on achète le cristal, on a besoin de le purifier. Et après, quand on l'utilise de temps en temps, il faut le faire. Alors, il y a plusieurs méthodes pour purifier un cristal. Alors, la méthode la plus simple, ou l'une des méthodes les plus simples, c'est de plonger le cristal dans de l'eau consacrée pendant quelques minutes. Bon, ce qu'on va appeler de l'eau bénite pendant quelques minutes. Vous pouvez aussi plonger le cristal dans des cristaux de sel, ce qu'on appelle le gros sel. Si c'est exorcisé, c'est encore bien. Vous laissez toute une nuit et le sel a ce pouvoir magnifique d'attraper, d'attirer tout ce qui est négatif. Une autre méthode simple qu'on peut utiliser, c'est de fumer le cristal avec la sauge, avec le palo santo, avec le soufre ou encore avec un encens particulier que nous utilisons dans notre communauté qu'on appelle encens 5 parfums, qui est très puissant pour un tel travail. En tout cas, tout ce qui peut purifier, qui a un pouvoir purificateur, vous l'utilisez pour fumer le cristal. Une fois que votre cristal est nettoyé, purifié, fumé, vous pouvez le recharger. Bon, je peux préciser aussi que dans le processus de purification, on peut recourir à certaines prières. On peut recourir à la conjuration des 4, à la conjuration des 7, que les gnostiques et n'importe quel vrai spiritualiste connaissent, qui ont un pouvoir très puissant pour se désintégrer tout ce qui est négatif. Donc pendant le processus de purification, quelle que soit la méthode qu'on utilise, si on plonge ça dans de l'eau consacrée, pendant que le cristal se trouve dans de l'eau consacrée, on peut par exemple réciter ces conjurations-là. Alors, est-ce qu'il est possible de programmer les cristaux? Oui, et l'un des cristaux qui reçoit très facilement de la programmation, c'est le cristal de quartz, c'est-à-dire le cristal... le quartz clair. Le cristal de roche. Voilà. Le cristal de roche, parce que elle a cette capacité de recevoir une programmation, de recevoir une mémoire. Mais les autres cristaux aussi en ont, peut-être pas autant que le quartz clair, les autres aussi en ont, et on peut les utiliser pour de la programmation, pour amplifier une intention. Amplifier le pouvoir de nos affirmations, de nos visualisations, etc. Alors, si vous le permettez, j'ai parlé de purifier les cristaux, mais c'est aussi important de les recharger. Parce que la purification, j'estime que c'est comme se laver. Vous voulez sortir, aller à un rendez-vous important, vous vous lavez très bien, tout va. Vous avez utilisé peut-être le meilleur savon
que vous avez trouvé, ben après, vous avez besoin, après votre bain, vous avez besoin de vous habiller. Oui. De vous habiller. Donc, recharger les cristaux, c'est ça, c'est un peu comme les habiller, parce que au fil du temps, elles peuvent perdre de leur puissance. Recharger les cristaux, c'est activer l'énergie qui est dans ces pierres-là. Oui. L'énergie est là, mais vous avez besoin de mettre le contact pour que cette énergie démarre, commence par travailler. Et là aussi, il y a plusieurs manières de recharger les cristaux. Alors, les manières les plus simples et les moins coûteuses, oui, c'est de donner un bain de soleil ou de lune à la pierre. Donc, vous exposez la pierre au soleil, ou bien ou à la lune. Alors, si c'est la lune, si c'est un bain de lune, il est recommandé de le faire en lune croissante. Voilà. La lune croissante, la pleine lune serait idéale pour un tel travail. Et on le laisse là jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin, vous le prenez et puis la nature va recharger. Voilà, s'en occupe. Alors, vous pouvez aussi utiliser le pouvoir du verbe, oui, d'accord? Invoquer, pour ceux qui savent comment le faire, invoquer les gnomes, les élémentaux de la terre, d'accord, avec les exorcismes, les oraisons, et leur demander de mettre en activité l'énergie qui se trouve latente dans ces pierres-là. Une autre méthode qui peut-être n'est pas à la portée de tout le monde, c'est d'utiliser une géode de cristal. De quoi une géode, c'est-à-dire c'est un gros cristal, bon, souvent de cristal de quartz, qui a une cavité. Donc, il faut que la cavité soit assez grande. Vous déposez le ou les cristaux que vous voulez recharger à l'intérieur de la géode. Et c'est-à-dire ce gros cristal va faire le travail de recharger votre pied, de lui donner, de mettre en activité tous ses pouvoirs latents. D'accord. Alors, cette émission va se refermer. Merci pour vos explications. Kenneth Gomissi, vous êtes professeur d'anthropologie gnostique. Merci de nous apporter ces précisions. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.